Je voudrais débuter avec le cas Depardieu, Gérard Depardieu. Le monde de la culture se déchire entre tribunes, contre-tribunes. La contre-tribune rassemble de plus en plus de signatures. Et hier, 2500 artistes l'ont signé. Vous signez laquelle? Celle pour Gérard Depardieu ou celle contre Gérard Depardieu? Je laisse le monde de la culture s'entre-déchirer. Moi, je répondrai en tant que père de famille et en tant que père de 2 filles. Vous voyez, moi si j'entendais quelqu'un... tenir les propos qu'a tenus Gérard Depardieu à l'encontre de l'une de mes 2 filles, eh bien, il prendrait ma main dans la gueule. Voilà ma Je vous pose la signature. question, Stéphane Ravier, parce que la première tribune de soutien à Gérard Depardieu, elle a été lancée par un proche de votre parti, Yanis Ezziadi, les proches de Sarah Knafo, la conseillère et compagne d'Éric Zemmour. Non mais ça c'est une initiative personnelle que je ne connaissais pas d'ailleurs, ça lui appartient. Moi vous m'interrogez personnellement, je vous réponds. Un individu qui tiendrait les propos qu'a tenus Gérard Depardieu à l'encontre de l'une de mes filles prendrait ma main dans la gueule. Je ne signerai rien, j'agirai directement et franchement comme un père de famille. Quant à la nébuleuse culturelle, eh bien je la laisse s'entre-déchirer. Je dirais que c'est pas de mon ressort. Mais il y a une question sociétale quand même, derrière tout ça. Les violences faites aux femmes ? Oui, bien sûr, mais bien sûr, là, c'est un cas extrêmement particulier. Il a même reçu le soutien d'Emmanuel Macron. Il faudrait peut-être lui poser la question au président de la République. Peut-être va-t-il en parler dans ses vœux ce soir. Ah, ce que je souhaite aux Français, c'est une France retrouvée, c'est une France qui retrouve la paix civile. Je souhaite aux Français un président qui s'engage à ce qu'à l'école, par exemple, les enfants puissent apprendre à nouveau à lire, à écrire, à compter, que leurs professeurs ne soient plus menacés, encore moins décapités lorsqu'ils évoquent les religions, lorsqu'ils évoquent l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Je souhaite que les femmes françaises soient protégées par les décisions de président de la République, qu'elles puissent être en sécurité, qu'elles puissent sortir quand elles le veulent, habillées comme elles le veulent. Vous comptez sur l'allocution de vivre en sécurité. Je souhaite aux Français qu'ils ne Stéphane soient plus Ravier. les victimes d'une politique d'immigration qui divise ce pays, qui est en train de le fracturer et qui est en train de remplacer son peuple. Stéphane Ravier, vous attendez encore quelque chose des vœux du président ce soir? Vous allez les regarder? Sincèrement, écoutez, je n'ai pas de télé, je n'ai pas de télévision, vous voyez. Alors je pourrais regarder les vœux sur un autre écran. Si vous avez la radio, on les retransmet ce soir sur France Inter. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Eh bien, ce soir, ça va être un vrai bonheur de ne pas subir les vœux d'Emmanuel Macron qui ne sont jamais tenus. Je crois que les Français seront nombreux à ne plus l'écouter, à ne pas l'écouter, parce que ce sont des vœux qui n'engagent que ceux qui les écoutent et qui ne sont jamais tenus. Alors, il vient de tenir une promesse quand même, le chef de l'État, ça a été annoncé hier, à propos des imams détachés. À partir de demain, 1er janvier, la France n'acceptera plus de nouveaux imams détachés. Ça, c'est une avancée selon vous, de la part, et un geste de la part d'Emmanuel Macron ? Oui, c'est un petit geste, c'est un tout petit geste, c'est à l'image de la loi sur l'immigration. Alors on y vient sur cette loi immigration, je sens que vous voulez en parler. La menace islamiste est endogène désormais, elle est chez nous. Il est certain que si nous aggravons ce phénomène par l'acceptation d'imams venus de l'étranger, ce n'est pas une bonne chose. Mais désormais, nous n'avons plus besoin de l'étranger pour que le phénomène islamiste se développe dans notre pays. Donc c'est désormais là qu'il faut agir, et agir fort. Alors, quelle belle pièce de théâtre. Quelle belle pièce de théâtre a été jouée par des acteurs qui, chacun a rempli leur rôle. Un Rassemblement national et la droite qui ont affirmé avoir remporté une grande victoire. La gauche qui a surjoué en étant scandalisé au possible. Et puis Darmanin qui affirme avoir remporté la partie. Donc, une fois que cette pièce sera vraiment terminée, eh bien, les spectateurs, les Français constateront qu'ils ont été, pardonnez-moi le terme, qu'ils ont été couillonnés, que les grands perdants ce sont eux, parce que
les petits pas qui ont été obtenus, présentés comme étant une grande victoire idéologique, seront, je dirais, éliminés par le Conseil constitutionnel. Ça, c'est une réalité à venir. Qui doit s'exprimer début janvier, effectivement, sur plusieurs mesures. Tout ça sera supprimé par le Conseil constitutionnel et restera le retour de l'aide médicale d'État qui avait été supprimé par le Sénat et que j'avais soutenu, et puis la régularisation des clandestins à hauteur de 10 000 par an. Voilà pourquoi la droite et le Rassemblement national ont voté pour faire passer l'idée d'une victoire idéologique, martelant que ces élus de droite et macronistes qui avaient voté pour ce texte, eh bien, ne pourraient plus à l'avenir revenir en arrière. Mais c'est faire preuve de naïveté. La réalité, c'est que les mesures principales seront supprimées par le Conseil constitutionnel, et puis la réalité de l'AME, de l'aide médicale d'État, de la prise en charge médicale par je dirais les impôts des Français, des clandestins, des seuls clandestins, et la régularisation de ces mêmes clandestins, eh bien, seront les seules mesures qui seront appliquées. Au final, c'est Gérald Darmanin qui obtiendra une victoire après avoir vacillé. Stéphane la Ravier. réalité, c'est celle-là. C'est les Français qui seront les grands perdants. Écoutez, l'union pour cette élection, je dirais, ce n'est pas la priorité. Vous savez, c'est une élection à un seul tour, à la proportionnelle. Donc, à la fin de l'élection, au soir de l'élection, il y aura toujours le même nombre de députés. Et il n'y a pas de qualification au second tour qui permettrait un calcul pour un éventuel vote utile. Donc, la réalité, c'est qu'il faut voter pour ces candidats, pour ceux qui ne sont pas dans le reniement, pour ceux qui ne sont pas dans l'entêtement, pour ceux qui sont dans l'ouverture. Et c'est sont les conditions remplies par Marion Maréchal. Et la dynamique, elle est avec Marion Maréchal, qui, depuis quelques semaines, est la seule à être en progression constante dans les sondages. Parce qu'elle a une ligne d'alliance avec les députés d'autres pays européens qui, aussi, ont basculé à droite, ont une ligne claire et une volonté d'alliance. Eh bien, ça, c'est la ligne incarnée par Marion. Et j'ose croire que les Français sauront soutenir cette clarté politique. Je voudrais qu'on parle de la situation à Marseille, puisque vous êtes sénateur des Bouches-du-Rhône. On l'entend, vous êtes à Marseille également. La violence qui a fait une 50aine de victimes, ça porte un nouveau nom à Marseille, les narcomicides ou les narco-homicides. C'est une 50aine de morts cette année. Le bilan est dramatique. Oui, le terme est assez bien choisi, puisque la ville est désormais une narco-city. Il n'y a pas seulement quelques cités qui sont concernées par un éventuel trafic de drogue, ce sont des quartiers entiers qui sont sous la coupe des trafiquants. Mais au-delà de ces 50 règlements de compte, il y a des dizaines et des centaines de blessés, mais il y a la réalité de l'insécurité au quotidien des Marseillais. Vous savez, le maire de Marseille, il y a quelques semaines, le socialiste Benoît Payan, osait affirmer qu'à Marseille, c'était pas Chicago, et que les Marseillais, lorsqu'ils sortaient de chez eux, ils n'avaient pas la peur au ventre. Non, ils n'ont pas la peur au ventre parce qu'ils ne sortent plus de chez eux. Et il y a un sondage qui a été réalisé il y a quelques jours par la Provence, en plus de me positionner en troisième place en tant que possible maire de Marseille. Derrière Renaud Muselier et première personnalité à droite. Derrière Renaud Muselier, derrière Benoît Payan. Oui, mais troisième personnalité quand même, première personnalité à droite. Eh bien, il y avait une autre partie de ce sondage qui apprenait à mes concurrents et à mes adversaires ce que moi, je sais pertinemment depuis longtemps, c'est que 85% des Marseillais estiment être en insécurité